Bonjour, nous sommes dimanche 22 mars 2020. Cette vidéo que j'enregistre est à destination des inscrits, on dit les participants, à la propédeutique 2020 de la section clinique d'Aix-Marseille. Lorsqu'avec les enseignants de la section clinique, nous avons pensé au thème de la propédeutique, nous avons choisi la violence. Or, il se trouve que la violence, qui est un terme qui parle à chacun, qui fait partie du langage le plus commun, n'est pas, au sens strict, un concept de la psychanalyse, c'est-à-dire une construction inventée par la psychanalyse et absolument nécessaire à son édifice conceptuel pour rendre compte de la clinique. Ce n'est pas pour autant un terme extérieur au champ analytique. La psychanalyse en produit une, voire des définitions, et utilise le mot de violence dans son champ, sans pour autant, me semble-t-il, l'élever à la dignité d'un concept. Par exemple, si l'on cherche le terme violence dans le dictionnaire de psychanalyse appelé vocabulaire par Laplanche et Pontalis, le mot n'y est pas. À la lettre V, on ne trouve que viscosité de la libido. Si on essaye de repérer les occurrences dans l'enseignement de Lacan à partir du repérage systématique fait par Henri Crutzen, on ne trouve que 3 occurrences, ce qui est peu. Assurément, le terme d'agressivité a un statut conceptuel plus affirmé. Mais nous avons choisi ce terme de violence qui a sa présence, ses manifestations concrètes, et que les cliniciens ne cessent pas de rencontrer dans leur pratique clinique et dans les situations cliniques dans lesquelles ils se trouvent engagés. Pour reprendre ce terme de violence, en le laissant un peu en suspens, n'ayant pas encore tout à fait de définition conceptuelle interne au champ analytique précise, je me propose, pour avancer, de vous lire et de commenter une référence de Lacan dans son séminaire 3, les psychoses, qui date du milieu des années 50. Il faut bien voir que l'exemple que je vais prendre ne définit pas la violence telle qu'elle se manifesterait dans la psychose. Lacan aborde plutôt un dispositif qu'il décrit et qu'il rapporte au champ imaginaire. Je crois que dans le champ analytique, si nous voulons, au moins à ce moment-là de l'enseignement de Lacan, aborder la question de la violence, il faut donner une définition de la catégorie de l'imaginaire. Si on ne fait pas ce travail, on ne saisit pas la référence à la violence dans ces années-là. Parler de l'imaginaire, c'est parler du champ du narcissisme et de ce moment crucial que Lacan a déjà isolé en 1936 à propos du stade du miroir, à savoir que le petit homme affronté à une incoordination motrice construit une unité à laquelle il s'identifie et qui est son image vue au miroir, produisant
des effets de jubilation. Il faut aussi la présence de l'autre, notamment un hôte parental, qui assiste à l'épreuve d'identification, et de voir son image au miroir pour qu'en quelque sorte, elle trouve à être authentifiée. Le miroir donne une unité à l'incoordination motrice, fait pendant au miroir une unité motrice. Ça tient, c'est coordonné. Mais, et se met à toute son importance, l'unité du petit homme au moment même où elle produit ce remembrement, où l'enfant fait l'épreuve de « cette image c'est moi », son être de sujet, en quelque sorte, lui est aussitôt dérobé par cet autre vu au miroir. D'où cette référence au narcissisme et à l'histoire connue de Narcisse, le personnage mythologique, qui à force de se mirer dans l'eau finit par se noyer. Et quand on fait surgir la catégorie du moi, la catégorie qui là alors est intrinsèquement liée à la théorisation analytique, le narcissisme, on fait automatiquement surgir, et Lacan est très précis sur ce point, à la fois la mort et à la fois l'automate, voire la statue figée. La violence, à ce moment de l'enseignement de Lacan, milieu des années 50, séminaire sur les psychoses, à ce moment-là, donc, la violence et ce qui s'y rapporte est intrinsèquement lié au narcissisme, à l'identification et à la mort. Et aux pages 110 et suivantes du séminaire, pour ceux qui lisent le séminaire 3 dans la version de poche, c'est aux pages 155 et suivantes, je voulais donc, page 110 de la version grand format, reprendre un exemple de Lacan, dont il nous dit qu'il l'utilise à des fins d'illustration de sa thèse qui noue la violence, qu'il n'appelle pas de ce terme, mais auquel il substitue un mot que j'aime beaucoup, l'écrabouillement. Eh bien, l'écrabouillement est inséparable du moi et du narcissisme. Le chapitre dont l'exemple est tiré est le chapitre 7, que Jacques-Alain Miller a titré « La dissolution imaginaire ». La question de Lacan est précise. Il se demande, c'est une fiction bien entendu, ce que deviendrait un être humain entièrement réduit dans ses relations avec ses semblables au champ imaginaire. Et ça, c'est un point déterminant. Imaginons un sujet exclusivement baigné dans un champ imaginaire. Bien sûr, il n'en est jamais ainsi, mais supposons-le. Autonomisons le champ imaginaire pour en repérer les conséquences pour l'être humain qui s'y plongerait de façon exclusive. Voici l'exemple. Je le lis. Pour l'illustrer, cette question, un être humain exclusivement baigné dans l'imaginaire, pour l'illustrer, il m'est déjà arrivé, dit-il, de prendre ma référence dans le domaine de ces petites machines qui, depuis quelque temps, nous nous amusons à faire
et qui ressemblent à des animaux. Elles ne leur ressemblent pas du tout, bien entendu, mais comportent des mécanismes montés pour étudier un certain nombre de comportements dont on nous dit qu'ils sont comparables à des comportements animaux. Dans un certain sens, c'est vrai, et une part de ce comportement peut être étudiée comme quelque chose d'imprévisible, ce qui a l'intérêt de recouvrir les conceptions que nous pouvons nous faire d'un fonctionnement qui s'auto-alimente lui-même. Et après cette description, qui est sur le plan de la référence technologique datée, les années 50, et ensuite, Lacan rentre de façon plus nette dans le vif du sujet. Je continue à lire. Supposons une machine qui n'aurait pas de dispositif d'autorégulation globale, de telle sorte que l'organe destiné à faire marcher la patte droite ne pourrait pas s'harmoniser avec celui qui fait marcher la patte gauche qu'à la condition qu'un appareil de réception photoélectrique transmette l'image d'une autre machine en train de fonctionner harmonieusement. En quelque sorte, Lacan essaye, par cette référence à cette technologie rudimentaire, il fait référence à ce qui se produit au stade du miroir, où l'enfant n'a pas la coordination motrice, et il l'obtient en s'identifiant à une image dont il dit c'est moi, mais en même temps, cette image lui dérobe son être de sujet, son épreuve singulière. Il dit c'est moi, mais ce moi auquel il s'identifie est un autre, et donc le dépossède, je n'hésite pas à employer le terme qu'on retrouve chez Lacan, le dépossède de sa vérité de sujet. Il continue, pensez à ces petites automobiles qu'on voit dans les foires, lancées à toute pompe dans un espace libre et dont le principal amusement est de s'entrechoquer. Si ces manèges font tant de plaisir, c'est que le coup de s'entrechoquer doit bien être quelque chose de fondamental chez l'être humain. Je fais une incise. Il se trouve, ça doit tenir à ma génération, que j'ai connu ces manèges-là. Ils étaient impressionnants, car il y avait d'immenses pare-chocs très puissants pour éviter la destruction, mais qui permettaient qu'on s'entrechoque avec bruit, et les voitures, lorsqu'elles s'entrechoquaient, faisaient rire ceux qu'on entrechoquait, et on entendait comme ça, sur ce manège, des rires, des hauts, des ah, des sortes de frayeurs feintes ou pas. C'était une façon de mimer, de parodier une véritable destruction des machines, sans pour autant que ça ait lieu. Elles étaient électriques, on avait à partir de la machine une perche qui montait jusqu'à un plafond constitué d'un grillage électrisé et qui permettait comme ça aux voitures de se déplacer. Il y avait un volant pour les conduire et donc à aller cogner les autres voitures. Vous imaginez combien parfois les garçons aimaient aller cogner les voitures des filles. C'est une façon de mettre en scène, une façon presque de construire un simulacre de destruction. Et vous avez un très beau livre de Ballard qui s'appelle Crash, avec un point d'interrogation, et donc Cronenberg a tiré un film qui s'appelle Crash, sans point d'exclamation, où là, les accidents ont lieu pour de bon, et les corps des personnages qui peuvent mourir, ont sur leur peau, dans leur corps, les traces mêmes de ces chocs, de ces traumatismes corporels. Donc je reviens à ces voitures, à ce manège. Lacan pose la question, que se passerait-il si un certain nombre
de petites machines comme celles que je vous ai décrites étaient lancées dans le circuit. Autrement dit, si ce n'était plus les auto-tamponneuses, puisque c'était leur nom dans les manèges, qui sont conduites par des jeunes gens, des jeunes filles, si ce n'était plus conduit par des êtres humains, mais que les petites machines elles-mêmes étaient lancées dans le circuit sur ce mode, chacune étant unifiée, réglée par la vision d'une autre, par identification, elle se conformerait en quelque sorte à ce que l'image transmet, il n'est pas mathématiquement impossible de concevoir que cela aboutirait à la concentration au centre du manège de toutes les petites machines, respectivement bloquées dans un conglomérat qui n'a d'autre limite à sa réduction que la résistance extérieure des carrosseries. Et Lacan ajoute une collision, un écrabouillement général. Alors, l'exemple est précieux, et il est d'autant plus précieux qu'il nous donne la réponse à la question qu'il se posait. Que deviennent les relations interhumaines si elles n'étaient réductibles qu'à la dimension imaginaire et narcissique? Autrement dit, si le stade du miroir était autonomisé et ne cessait de se reproduire ad infinitum. La réponse est l'écrabouillement général, la collision, la paralysie, plus rien ne bouge. C'est fini. Et la question qu'on peut se poser dans la clinique, mais pas simplement dans la clinique, c'est pourquoi, au fond, nos sociétés humaines ne se réduisent pas à un écrabouillement général. Parfois, on se dit que l'écrabouillement général n'est pas très loin, qu'à tout moment, il pourrait advenir. Parfois même, il arrive. Mais il n'y a pas que l'écrabouillement général qui se produit. Il y a d'autres issues. Alors comment se fait-il que nous ne finissons pas tous écrabouillés? Comment se fait-il quand on entre dans une institution avec des soignants et des personnes qui y sont accueillies ou hospitalisées, pourquoi cela ne finit-il pas très vite à un écrabouillage général, à une collision gigantesque entraînant la paralysie? Alors, la question qu'on se pose montre bien que le champ imaginaire porte en lui-même sa propre impasse. Il n'y a pas d'issue à l'imaginaire, à l'intérieur même de l'imaginaire. Il peut y avoir une gradation dans la collision et dans l'écrabouillement général, mais il n'y a pas d'autre issue que l'écrabouillement, que cette façon d'arriver à ce qu'en quelque sorte, ça se bloque, ça s'arrête. Rien que cette donnée produite par Lacan est précieuse, puisqu'elle nous donne une orientation clinique. Ce qui advient dans le champ imaginaire, virtuellement, aboutit à l'écrabouillement général. Il n'y a pas d'autre solution, c'est sa logique. De même que l'identification au miroir,
si rien d'une autre instance n'opère, aboutira à la fixité mortelle dont le destin de Narcisse nous donne l'illustration la plus vive, la mort. Car parler de collision et d'écrabouillement général, c'est une façon de faire référence que les corps humains et vivants ne supporteraient pas une telle collision, un tel écrabouillement, une telle destruction, et que le combat cesserait, comme l'on disait à propos de la tragédie classique, le combat cesserait faute de combattants. Mais il ne resterait qu'en quelque sorte les armures brisées, et la seule résistance des métaux permettrait, à la différence des corps, que les armures ne soient pas complètement détruites. Voilà où nous en sommes dans la description que Lacan propose. Et il la propose d'autant plus que ce séminaire est consacré aux psychoses, et qu'à ce moment-là de son enseignement, Lacan a l'idée que l'autre imaginaire, est au fondement de l'aliénation dans la folie. Que l'autre imaginaire, c'est celui qui m'aliène à une unité dont je dis que c'est moi, alors même qu'elle se construit comme au dehors, autre, hétérogène. C'est ce point-là qui est l'élément le plus juste pour saisir quelque chose, ce que l'on appelle couramment la violence. Oui, je n'ai pas donné de définition de la violence, je me suis contenté de reprendre la définition que l'on donne, même son acception juridique est dans le code pénal, l'usage de la violence sur autrui, etc. C'est que la violence, à ce moment de l'enseignement de Lacan, j'insiste toujours, parce qu'ensuite, notamment à la fin de son enseignement, il faudra construire l'affaire des manifestations de violence de façon différente, les cours que vous aurez ensuite le montreront, c'est qu'à ce moment de son enseignement, donc, la violence est au joint du moi et de l'autre, petit autre, le semblable, et le fait que celui qui s'identifie, le moi, trouve son maître dans l'autre. D'où la rivalité moïque, la rivalité narcissique, et l'impossibilité de la coexistence des consciences, pour parodier la terminologie de Hegel, c'est-à-dire ce moment de tension imaginaire de l'un ou l'autre. Dans le champ imaginaire autonomisé, c'est une fiction autonomisée, où c'est toi qui est le maître et je ne suis pas, je ne suis que aliénation, ou bien c'est moi et c'est au prix de devoir te détruire comme le siège de mon aliénation. D'où l'exclusion du toi et du moi, du tu et du je, et le fait que ce tu qui est l'autre peut à tout moment reprendre sa place de maîtrise, et il n'y a pas d'arrêt, pas d'issue. Il peut y avoir des moments où on attend, où ça ne se produit pas, mais virtuellement, si quelque chose se produit, c'est automatiquement la reprise de la maîtrise par l'autre. Et que si je ne veux pas disparaître, je dois le supprimer comme tel, c'est-à-dire prendre à mon tour la maîtrise pour le détruire. Et c'est un jeu qui ne cesse pas, c'est un jeu qui circule
du toi au moi, et ce qui fait dire à Lacan que le rapport imaginaire est frappé d'une instabilité fondamentale. Ça ne cesse pas, et les moments d'accalmie sont toujours des moments précaires où à tout moment, l'enjeu de maîtrise peut reprendre ses droits, soit pour l'autre, soit pour moi. Et l'autre et moi, comme l'on dit, sont en miroir. C'est un monde orthopédique. L'image elle-même, et c'est une référence de Lacan, est un complément orthopédique, d'où l'intérêt des petites machines en métal, avec leur système qui leur permet de bouger, aussi bien que les autotamponneurs. Ce sont des prothèses qui permettent le déplacement, mais qui laissent démuni, en quelque sorte, l'être du sujet. Son épreuve subjective, particulière, unique, en tant que sujet. D'où je cite Lacan, c'est au fond comment on peut sortir de ce monde où il n'y a que des compléments orthopédiques, puisque le sujet, les sujets de la parole, ont été supprimés de l'hypothèse que fait Lacan au début de son exemple, de son illustration. Supposons un monde où les relations entre les humains ne se conjuguent qu'à l'imaginaire. Voilà ce que ça donnerait. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on observe cette autonomie, cette prééminence de la tension imaginaire dans le lien à l'autre. Dans le lien à l'autre, et on pourrait dire dans le lien intrapsychique, puisque l'autre, il est à la fois au dehors et au dedans, et que des mouvements imaginaires à l'endroit du sujet lui-même peuvent tout à fait advenir. C'est se détruire, par exemple, pour échapper à l'autre. Nous avons donc affaire à, c'est là l'illustration, ce qu'il en serait de l'envahissement imaginaire des sujets et même de leur corps. Alors je référence au corps parce que c'est le séminaire 3, donc il y est question à chaque page du président Schreiber et des mémoires qu'il a pu rédiger sur son expérience subjective privée avec la rigueur que l'on sait. Schreiber, grand paranoïaque, et c'est de voir comment, dans le cas du président Schreiber, lui-même porte témoignage de ces personnages qui l'envahissent, qui envahissent son corps, et qui sont des âmes dont Lacan nous dit, et quand on lit Schreiber, ça se vérifie, au fond, ce sont des âmes mortes. Et quant aux vivants, il est à l'extérieur, ce sont les médecins, les infirmières, etc., mais qui sont comme des ombres d'hommes bâclés à la 6-4-2, suivant la fameuse traduction du psychanalyste Pichon que Lacan reprend. C'est ce qu'on appelle une déréalisation du monde extérieur, mais l'épreuve intérieure, c'est d'être envahi d'âmes mortes qui sont des fragments de l'autre imaginaire lorsqu'il peut pénétrer dans le corps. Donc les références que peut donner Lacan à propos de l'écrabouillement général, qui est une façon de dire et de bien dire ce qui peut relever de la violence, eh bien c'est cet écrabouillement, il est inséparable de ce rapport à l'autre qui n'est pas simplement au dehors,
mais qui peut être tout à fait au-dedans. Avec l'envers de l'affaire, que le stade du miroir avait déjà démontré, c'est que cette unité, à tout moment, peut s'écrouler. La statue, à tout moment, peut être déboulonnée et peut se briser au sol. C'est-à-dire que l'identité imaginaire est inséparable de la fragmentation et du morcellement. Ça tient, mais ça pourrait ne pas tenir. On ne cesse de vouloir que ça tienne, en rajoutant en quelque sorte de l'imaginaire à l'imaginaire, en nourrissant l'imaginaire, mais l'unité peut à tout moment être démembrée, et dans le champ imaginaire, par la violence de l'autre exercée, ou par la violence qu'on exerce sur l'autre. C'est un monde sans fin, où on pourrait croire que l'unité imaginaire est enfin obtenue pour de bon, mais elle n'est obtenue qu'un instant avant que l'autre n'intervienne et la détruise, me réduisant au fragment, au morcellement, à la destruction. C'est le fameux corps morcelé, les membra disjecta. L'opération est inséparable. Qui dit unité dit fragmentation, qui dit unité dit morcellement, qui dit unité dit démembrement. Mais alors, comment on en sort? Puisque le monde que je vous ai décrit, de façon, à la manière presque d'un film de science-fiction qui vire au film d'horreur, quelle est l'issue possible pour les sujets humains? Et c'est là où Lacan nous donne la réponse. Et je vous la donne. Comment faire pour que la relation imaginaire autonomisée n'aboutisse pas à l'écrabouillement général? Réponse: il faut qu'elle ne soit plus autonome. Autrement dit, il faut une intervention qui maintienne, je cite Lacan à la page 111, relation, fonction et distance. Tout ce que la relation imaginaire exclut, puisqu'elle est collage, être au plus près de l'image pour devenir elle, et c'est la mort de Narcisse. Eh bien, la découverte de Freud, et la reprise par Lacan, c'est qu'il y a une opération qui produit relation, fonction et distance, c'est-à-dire qui permet que l'écrabouillement général ne se produise pas, et que la collusion et la collision ne soient pas définitives. Il lui donne son nom freudien, complexe d'Œdipe. Et je lis: le complexe d'Œdipe veut dire que la relation imaginaire, conflictuelle, incestueuse en elle-même, est vouée au conflit et à la ruine. Pour que l'être humain puisse établir la relation la plus naturelle, celle du mâle à la femelle, il faut qu'intervienne un tiers qui soit l'image de quelque chose de réussi, le modèle d'une harmonie. Ce n'est pas tout à fait le vocabulaire habituel
de Lacan parce qu'il ne cesse de démontrer que ce qui réussit échoue et que l'harmonie est un mythe. Donc il faut attendre la suite, après ces propos qui peuvent surprendre. Ce n'est pas assez dire. Il y faut une loi, une chaîne, un ordre symbolique, l'intervention de l'ordre de la parole, c'est-à-dire du Père. Je fais une incise, non pas le Père en tant qu'il serait le géniteur, non pas le Père en tant qu'il est Monsieur X, mais le Père en tant qu'il relève de l'ordre de la parole, qu'il la cristallise, qu'il l'incarne. Lacan précise, non pas le Père naturel, mais ce qui s'appelle le Père, l'ordre qui empêche la collision et l'éclatement de la situation dans l'ensemble est fondé sur l'existence de ce nom, N-O-M, du Père. C'est-à-dire est fondé sur l'existence d'une parole que le Père comme agent présentifie et que cette opération évite l'écrabouillement général. Autrement dit, à ce moment de son enseignement, tout ce qui relève de la violence relève de manifestations prises au champ du miroir, prises au champ narcissique. Et que la violence, dans sa dimension de destruction de l'autre, de destruction potentielle in fine de l'autre, relève de la logique elle-même de l'imaginaire. Ce n'est pas un plus de l'imaginaire, c'est la logique même de l'imaginaire. Et ce qui permet à l'imaginaire de ne pas aboutir à cette violence généralisée, c'est justement parce qu'il y a un autre ordre. Il y a une loi. C'est la loi de la parole. C'est le symbolique qui vient, en quelque sorte, empêcher l'imaginaire dans son autonomie. Et chaque fois que l'imaginaire parvient à produire ces effets de violence, c'est la marque que le symbolique et la loi n'ont pu opérer. Donc non seulement vous avez un schéma qui au départ part d'une hypothèse, l'autonomie de l'imaginaire, dont on sait maintenant la façon dont cela se conclut et advient, et la nécessité d'introduire l'ordre de la parole pour produire un arrêt de cette destruction, et qu'il accorde cette fonction à la loi présentifiée par le Père, comme instance, pas le Père naturel. Et que le binôme auquel nous aboutissons n'est plus le binôme violence exaspérée et imaginaire, mais violence réduite, symbolique. Voilà ce que je voulais vous dire très schématiquement, un peu trop scolairement, diront certains, et vous dire aujourd'hui, c'était ce point-là, qu'il faut entendre chez Lacan, au moment où il construit le nom du Père. Il faut entendre cette dimension du narcissisme et de voir que ce qui y objecte, c'est la loi. Et que le monde imaginaire, c'est pour ça qu'il y avait une référence à l'inceste. Ce monde de l'imaginaire, c'est le monde qui lie l'enfant à sa mère, au-delà de la mère naturelle, évidemment. C'est ce type de lien conjugué à l'imaginaire qui peut avoir et qui peut produire ces ravages, sauf si une parole y objecte. Pas n'importe quelle parole,
la parole qui nomme et qui nommant interdit l'inceste, sépare. Séparant l'enfant de la mère, séparant la mère de son produit, comme dit Lacan, ça replace l'imaginaire autrement que s'il était autonome, aboutissant à l'écrabouillage général. Alors c'est une théorie connue, qu'on peut reprendre, qui évidemment se base sur le père, sur le non, N-O-N, et le père qui en même temps dit non, N-O-N. Mais même si ensuite Lacan y reviendra, même si à la fin de son enseignement, il déconstruira le nom du père pour le pluraliser, il n'en demeure pas moins que ces remarques sont extrêmement précieuses pour la clinique de tous les jours. Et il ne faut pas prendre le nom, N-O-N, comme simplement une interdiction autoritaire. Les ordres, bien sûr, peuvent être formulés. Ce sont des noms N-O-N au sens grammatical et logique. Mais ne sont-ils pas alors des mimes, des substituts, des impératifs de maîtrise propres au champ imaginaire? Paradoxalement, le nom NOM qui provient du nom NOM du père peut être le oui, peut être la souplesse, peut être la dialectique. C'est pas un nom pour faire taire, comme on le croit trop souvent, et où certaines méthodes éducatives ou certaines méthodes cliniques, on le voit à propos de l'autisme et dans le culte chez certains de la pédagogie, le risque c'est de faire mimer au mot M-O-T-S rien d'autre que la maîtrise imaginaire narcissique. Et donc l'interdit de l'inceste, c'est aussi une ouverture. Ça produit immédiatement une ouverture et que ce non à l'imaginaire, ce non à la confusion, à la collusion, à l'écrabouillement, c'est une ouverture à la parole, une ouverture à la dialectique, une ouverture à l'acte qui ne soit plus réducteur ou réduit au passage à l'acte violent. C'est ce que j'ai essayé de vous faire entendre aujourd'hui. Et que nous en sommes à ce moment où Lacan passe d'une clinique à deux termes, mère-enfant. Par exemple, imaginaire, narcissisme et collusion. Nous passons dans une clinique binaire d'opposition de termes à une clinique à trois termes. Dans le cas qui nous occupe, écrabouillement, un des noms de la violence, imaginaire qui en rend compte, et troisième élément du ternaire, le symbolique, qui par l'instance de la loi évite la destruction, évite la mort en ouvrant à ce plus de vie qu'est le désir. Et nous aurions probablement une opposition entre violence et vie, violence et désir, violence et dialectique, violence et ouverture, violence et, quel terme faudrait-il opposer à celui d'aliénation? Devrait-on dire le choix,
la liberté, mais c'est un terme que n'aime pas Lacan, comme vous savez. Mais quelque part, cette instance du nom du Père casse l'aliénation à laquelle nous ramène inlassablement et nécessairement le champ imaginaire, comme le prouve la psychose. Ce n'est pas que la violence soit l'apanage de la psychose, même s'il y a une spécificité des actes violents dans la psychose, mais que la violence est inséparable de ce narcissisme exaspéré dans la psychose où le nom du Père est absent, forclos, Verwerfung. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et qui sera, je n'en doute pas, repris par les collègues enseignants qui ensuite continueront à traiter de la violence. Le but n'est pas de faire du mot violence un nouveau concept analytique, mais c'est de voir comment ce qui relève de la violence, qu'on appelle la violence, donc un terme du champ social, du champ juridique, que les psychiatres emploient, notamment dans toute la rubrique des psychopathies, ou bien alors des passages à l'acte dans les psychoses proprement dites, eh bien que ce terme-là, il est possible de l'irriguer par la théorie analytique et par l'apport de Jacques Lacan, afin de nous permettre d'avoir des balises d'action clinique. Le but de ces interventions, de ces cours, de ces enseignements, c'est de donner des balises, des outils, parfois modestes, parfois limités, parfois un peu moins, pour avoir des repères dans la clinique de chaque jour. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.